Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Jeudi 3 septembre, notre Premier ministre, Jean Castex, présentait aux Français son grand plan de relance de l'économie. Dans une France ayant tourné au ralenti pendant des mois, épidémie et confinement oblige, ce plan affichait de grandes ambitions. Relancer l'activité, réduire l'impact économique et social de la crise de la Covid sur nos concitoyens et pouvoir à nouveau regarder vers l'avenir avec sérénité. Alors, ce plan de relance, que contient-il exactement? Est-il réellement à la hauteur des enjeux actuels? Peut-il vraiment remettre la France sur le chemin de la prospérité ou risque-t-il au contraire de l'affaiblir encore un peu? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. 100 milliards, une ambition et une ampleur historique. C'est un pas de géant pour la transition écologique en France. C'est un bouclier anti-licenciement. On n'est pas seulement sur la relance de l'économie, là on est vraiment sur sa transformation. Un plan qui dans son ampleur et dans ses modalités est historique, qui marque un choix clair d'être un plan d'investissement pour bâtir la France de 2030. J'espère que le plan de relance, en 2021, l'année prochaine, créera 160 000 emplois. 160 000 emplois. 160 000 emplois. C'est notre objectif. Alors, selon les dernières prévisions de la Banque de France, la crise économique générée par l'épidémie de coronavirus va avoir de très lourdes conséquences, notamment sur l'emploi. 1 million d'emplois perdus cette année. Pour cette année, la Banque de France prévoit qu'il va y avoir beaucoup plus de faillites, beaucoup plus de plans sociaux. Et donc, à la fin de l'année, effectivement, on comptera 1 million d'emplois en moins dans le privé, alors que la population en âge de travailler va continuer à augmenter. Dans l'histoire d'un pays, il arrive qu'en période de trouble, pour éviter un effondrement social généralisé, l'État prenne une série de mesures destinées à relancer l'activité et à réduire le chômage, en s'appuyant notamment sur la dépense publique. Dans le jargon économique, on appelle cela un plan de relance. Et le 3 septembre, Jean Castex, Premier ministre, présentait donc le sien, audacieusement nommé France Relance, à un pays durement éprouvé par des mois de crise sanitaire. Un plan d'une ampleur annoncée comme inédite, mettant sur la table la somme considérable de 100 milliards d'euros. Un plan visant 3 objectifs majeurs, la reprise de l'économie, la cohésion sociale et à plus long terme, la transition verte de notre économie. Des ambitions fortes, mais dont, nous allons y revenir en détail, on est malheureusement en droit de douter que les mesures annoncées par Jean Castex puissent permettre de les atteindre un jour. Soyons clairs, nous n'allons pas faire ici l'inventaire complet des 68 mesures incluses dans France Relance. Ce serait extrêmement long et pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est d'analyser les mesures majeures, celles qui sont réellement au cœur de France Relance, d'en comprendre le sens, de saisir l'idéologie profonde qui les sous-tend et d'en mesurer toutes les conséquences potentielles pour la vie des Français. Et à ce niveau-là, ce qui frappe, c'est que France Relance n'est pas à proprement parler un plan de relance, en cela qu'il ne crée pas directement d'emplois et qu'il n'apporte aucun soutien direct aux ménages. Une mesure pourtant essentielle pour relancer la consommation et donc remplir à nouveau le carnet de commandes des entreprises. La logique du plan Castex, elle, est tout autre. Il s'agit avant tout de distribuer de l'argent public au secteur privé, soit directement sous forme d'aide de l'État, soit indirectement sous forme de baisse d'impôts et de cotisations sociales. Vous dites banco là? C'est ce qu'on avait demandé globalement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent c'est encore un cadeau aux entreprises? Je leur réponds que c'est un cadeau à la France pour relancer l'économie et lutter contre le chômage. La logique du gouvernement est ici assez simple et pourrait se résumer ainsi. Si les entreprises bénéficient d'un régime fiscal favorable, elles embaucheront. Malheureusement, cette affirmation, qui n'est qu'une simple hypothèse économique, pose plusieurs questions. À commencer par celle de savoir quelles entreprises bénéficieront de ces dispositifs. Selon Jean Castex, ce sont avant tout les petites, moyennes et très petites entreprises qui bénéficieront de baisses d'impôts. Une bonne chose, si c'était vrai, mais il est hélas permis d'en douter. Parce qu'au titre des cotisations, dont Jean Castex a annoncé la suppression, on trouve par exemple la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Une cotisation dont le taux est progressif, qui augmente donc avec le chiffre d'affaires de l'entreprise, et dont sont par exemple déjà exemptés les TPE et PME déclarant moins de 500 000 € de chiffre d'affaires par an. Une cotisation donc dont la suppression bénéficiera avant tout aux grandes firmes, aux chiffres d'affaires élevés, soit celles qui ont aujourd'hui le moins besoin d'être aidées.
Mais surtout cette hypothèse présentée comme une vérité qui voudrait qu'une entreprise, voyant ses impôts baisser, crée machinalement des emplois en conséquence, résiste mal à l'épreuve des faits. C'est une chose que nous évoquions déjà ici en février, juste avant l'épidémie, alors que le gouvernement s'enorgueillissait déjà de créer des emplois grâce à sa politique de baisse d'impôts. En réalité, nous révélions dans notre émission Fact-Checking que chaque emploi nouvellement créé représentait pour le pays un coût de plus en plus élevé. En 2017, ces politiques censées inciter les entreprises à embaucher, elles ont coûté 72 milliards 850 millions d'euros à l'État et donc aux contribuables. Ça veut donc dire que dans l'hypothèse où absolument tous les emplois créés s'expliquent par la politique du gouvernement, chaque emploi créé correspond à 37 268 euros perdus pour les contribuables. Plus fort en fait que pour n'importe quel emploi directement créé par l'État. Avec son soi-disant plan de relance, le gouvernement fait en réalité la même chose qu'avant. Il distribue à ceux qui n'en ont pas forcément besoin l'argent de ceux qui pourraient s'en servir pour consommer et relancer l'économie, le tout sans exiger la moindre contrepartie en termes d'emploi, alors qu'il y a en réalité plus de chances que cet argent finisse dans un paradis fiscal plutôt qu'il ne serve à financer la vraie relance. Moi, j'approuve l'idée que ce plan soit plutôt axé sur la compétitivité des entreprises. Pro-business. Pro-business. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on soit idéologue ou pas, moi je suis quelqu'un qui a du bon sens et j'essaie de le cultiver, c'est de considérer que ce sera très très difficile de distribuer de la richesse et donc d'être plus juste si on la produit pas. C'est pour les rendre plus compétitifs, c'est l'idée en fait. Les entreprises réclament en fait ce type d'aménagement pour leur permettre d'avoir des produits qui sont capables de vendre à l'étranger. Hasbrook, 21 000 habitants et des commerçants de centre-ville qui sortent à peine la tête de l'eau. Beaucoup ont été fermés pendant le confinement, comme ce bar par exemple. Le patron, c'est Philippe. Il a constaté que les clients consommaient moins qu'avant. Alors plutôt qu'un plan de relance pour lui-même, il attend que le gouvernement redonne du pouvoir d'achat aux gens. Mais si cette politique peut s'assimiler à du gaspillage particulièrement malvenu d'argent public en temps de crise, elle possède également un deuxième effet pervers. Elle plombe les comptes de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. Par exemple, les recettes de la CVAE évoquées tout à l'heure servent aujourd'hui à financer les politiques régionales. En se privant de ces ressources, l'État prépare donc le terrain aux futurs sacrifices qu'on ne manquera pas d'exiger de nous afin de combler les déficits créés. Surtout, ce manque à gagner vient gréver les finances publiques, bloquant ainsi des investissements qui seraient utiles dès aujourd'hui, comme des embauches de policiers, d'infirmiers ou d'enseignants. Là où la crise a montré la nécessité de renforcer les services de l'État, le gouvernement choisit donc, à rebours de tout bon sens, de les affaiblir. Une décision néfaste, suicidaire sur le long terme, symptomatique d'une absence totale de vision des intérêts de la France au sommet de l'État. C'est vrai qu'il y a des problématiques de circuit économique qu'il faut absolument traiter. Je vous donne juste un exemple. Il y a beaucoup d'argent qui est consacré dans ce plan à la rénovation énergétique. Ouais. Est-ce qu'on a les filières en France pour répondre à ces besoins? La réponse est non. Est-ce qu'on a la main-d'œuvre formée? Est-ce qu'on fabrique tous les outils et tous les matériaux et tout ce dont on aura besoin pour ce plan de rénovation énergétique? Non, donc c'est à ça qu'il faut penser aussi. Et effectivement, le diable est dans ces détails-là notamment. Au final de ces observations, c'est peut-être cette absence de vision pour la France, ou du moins ce refus obstiné de donner à l'État les moyens des ambitions affichées qui caractérisent le plan Castex. On prendra encore un exemple. Ayant constaté, comme tout le monde, au printemps dernier, les pénuries de matériel médical produit en Asie, Jean Castex prétend, avec son plan, impulser une relocalisation de certaines activités économiques sur notre territoire. Le problème, c'est que la seule mesure concrète allant en ce sens, c'est un soutien financier aux firmes qui souhaiteraient d'elles-mêmes relocaliser des unités de production. Ainsi, non seulement les relocalisations annoncées se feront à la charge des Français, mais surtout elles se feront sur la seule base du volontariat. Autant dire qu'elles risquent de ne jamais se faire, quand bien même elles concerneraient des secteurs hautement stratégiques et essentiels à la France. J'invite les entreprises à s'engager pleinement dans cette voie et l'ensemble des acteurs économiques dans celle de la relance de notre pays. Vous parlez de contrepartie, moi je parle de conditions. Il n'y en a pas des conditions, notamment à la baisse des impôts de production, une baisse de 20 milliards. Vous n'exigez rien en échange, pas de maintien de l'emploi, pas d'investissement, pas d'intéressement. Vous ne craignez pas que du coup les entreprises ne jouent pas le jeu ?
C'est le risque, elles l'ont déjà fait, on l'a vu mais dans l'aérien, dans l'automobile, encore récemment. Je fais confiance aux entreprises pour qu'elles jouent le jeu. Mais ça marche pas. Ça marche quand vous regardez de la politique de l'offre que nous avons menée depuis 3 ans, parce que c'est effectivement une politique de l'offre. Eh bien, au bout de 3 ans du quinquennat d'Emmanuel Macron, nous avions moins de 8% de taux de chômage. Nous avions une croissance à 1,5%. Donc les entreprises avaient joué le jeu et avaient créé des emplois. Mais je leur dis avec beaucoup de gravité à tous les entrepreneurs, PME, grandes entreprises, vous avez une responsabilité énorme sur vos épaules. On ne s'en sortira que collectivement. On comprend donc mieux maintenant en quoi le plan Castex n'est pas véritablement un plan de relance. Pas d'embauche directe de la part de l'État, pas de soutien à la consommation, mais de l'argent public massivement et largement distribué à des acteurs économiques ayant d'autres intérêts que ceux de la nation, le tout sans aucune exigence d'embauche en contrepartie et sans aucune assurance que cet argent ne finira pas à dormir sur un compte au Panama. En bref, pas de soutien à l'économie réelle, mais un affaiblissement programmé de la puissance publique, de ce qui fait la vie en collectivité, au seul bénéfice d'une petite minorité. Le tout enrobé d'un vague vernis écologique destiné à rendre la pilule plus facile à avaler. Mais c'est le pari que nous faisons, le retour de la croissance, d'ici 2022 au même niveau que ce que nous avions avant la crise, pour financer ces baisses d'impôts. Puis la deuxième chose, c'est d'être effectivement rigoureux, responsable en matière de gestion des finances publiques. Et nous devrons, dans les années qui viennent, prendre un certain nombre de décisions, sur les réformes de structure également, pour garantir qu'à partir de 2025, le niveau de dette publique française, qui va atteindre 120% cette année, se remet à diminuer. Voilà l'horizon de long terme. Dans le contexte actuel, un plan de relance massif et ambitieux aurait été possible. Au sortir, on l'espère du moins, d'une crise sanitaire majeure, et alors que cette crise a révélé les faiblesses structurelles de notre modèle économique, un tel plan aurait même été essentiel. Mais un plan de relance digne de ce nom, passant par la création massive d'emplois publics dans les secteurs aujourd'hui délaissés, la santé, la justice, la sécurité des Français ou encore l'éducation de leurs enfants. Un plan passant par d'importants travaux publics de réfection et de rénovation des infrastructures, des routes aux voies de chemin de fer, en passant par notre parc de production d'électricité. Un plan protégeant les petites, très petites et moyennes entreprises de la concurrence internationale, y compris via des barrières douanières si nécessaire, afin de préserver un haut niveau d'exigence sociale et environnementale sans pour autant exposer nos entrepreneurs ou nos agriculteurs au risque de faillite. Un plan qui aurait inclus une réflexion de fond sur l'avenir de nos industries, qui se serait donné les moyens d'identifier les secteurs stratégiques pour les années à venir et qui aurait donné à l'État les moyens concrets d'appuyer la relocalisation et le développement d'une industrie de pointe et d'une agriculture de qualité, permettant ainsi à la France de retrouver sa place dans le monde et aux Français de mieux vivre chez eux. Un tel plan, voilà ce dont la France a besoin aujourd'hui et ce qu'aurait assumé un gouvernement audacieux, sérieux et responsable. Le gouvernement de Jean Castex, lui, a fait le choix inverse, celui de l'inertie et de l'affaiblissement de la France. Mais au regard des politiques menées depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ce choix n'a hélas pas grand-chose d'étonnant. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison qu'on espère moins agitée que la dernière. On espère que cette première édition de l'année vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce qui se joue actuellement au sommet de l'État. Pour ceux qui auraient aimé entendre de meilleures nouvelles, on est bien évidemment désolés. Croyez bien que nous aussi, on aurait préféré pouvoir vous apprendre des choses un peu plus positives. Mais l'actualité est telle qu'il n'y a malheureusement pas vraiment matière à se réjouir ces derniers temps et il est à craindre que la période à venir s'annonce tout aussi difficile. Dans ce contexte, il est évidemment vital de se serrer les coudes, mais aussi de garder la tête froide et de comprendre ce qui se passe. Et avec le fil d'actu, c'est précisément la mission qu'on s'est donnée, essayer de comprendre et partager avec vous ce qu'on comprend en espérant que cela vous soit utile. Ce travail, celui de donner du sens à l'information, c'est celui que normalement tous les médias devraient faire. Malheureusement, ce n'était déjà pas le cas il y a 5 ans quand on a commencé cette émission et ça l'est peut-être encore moins aujourd'hui où tout est prétexte à monter en épingle des polémiques pour dresser des pans de la population les uns contre les autres et nous empêcher de regarder ensemble les vrais problèmes qui se posent à nous. Avec le fil d'actu, on met un point d'honneur à éviter ces polémiques stériles, à privilégier le fond, à la punchline et le raisonnement logique appuyé sur une stricte observation des faits, au biais idéologique et à l'argument d'autorité. Ça a toujours été notre démarche et ça l'est aujourd'hui plus que jamais. Donc pour pouvoir continuer à faire ce travail, on a besoin de vous. Parce qu'en général, si vous ne voyez que moi dans cette émission, il y a derrière le travail à plein temps de 2 autres personnes. Il s'agit de Tommy, notre rédacteur en chef, qui m'a déjà remplacé à la présentation de l'émission, et Johan qui réalise et monte toutes nos vidéos.
Pour pouvoir faire ce travail en toute liberté, on a besoin d'être indépendant, de ne pas travailler pour une boîte de production qui nous imposerait une ligne éditoriale, de ne pas dépendre des aides de l'État et de ne pas vendre notre émission à des marques pour vous faire acheter des VPN ou télécharger des jeux pourris en ligne. Pour pouvoir travailler librement, on ne peut compter que sur vous, sur le public qui partage nos réflexions et nos analyses, sur votre soutien et sur votre financement. Si le fil d'actu vous intéresse, vous pouvez donc nous soutenir financièrement en vous rendant sur notre page Tipeee, dont le lien est disponible en description de la vidéo, et en rejoignant la communauté des tipeurs. Aujourd'hui, ce sont les tipeurs et uniquement les tipeurs qui, par leurs dons, permettent au fil d'actu d'exister. Alors n'hésitez pas, vous aussi, à nous soutenir, ne serait-ce qu'à hauteur de 5 € par mois si vous le pouvez. Parce que le fil d'actu restera toujours gratuit, mais notre travail, lui, a un prix. Et le soutien du public est le seul moyen de garantir notre indépendance et notre liberté. Pour le reste, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez bien sûr pas à la partager autour de vous et à faire connaître notre travail à votre entourage. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et un pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir et ça améliore le référencement, donc la visibilité de la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, pensez également à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune publication. Dès dimanche, vous retrouverez Tommy pour l'émission Fact Checking, et nous, on se retrouve toutes les semaines à partir de jeudi prochain dans le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Salut et à très vite.